faut fuir ce cabinet. Des factures à n'en plus finir. Médecin frauduleux. N'y allez surtout pas. Peut-on vraiment faire confiance aux avis Google quand on recherche un médecin? Qu'il soit positif ou ultra négatif, on trouve de tout. Alors, comment vérifier? J'ai mené l'enquête et vous allez le voir, plus j'avançais, plus ça a dépassé tout ce que j'avais pu imaginer. Moi, je trouve ça vraiment indigne d'un médecin de faire ce genre de choses. Je suis devant le cabinet médical là, mais quand je suis arrivée, il y a son avocat qui m'a barré complètement le chemin, qui m'a dit « Vous parlerez pas à mon client ?» Alors, garde des avis ou véritable escroquerie, un gynécologue genevois a-t-il été protégé par le conseiller d'État Pierre Maudet en personne? C'est parti, on enquête. Bon, comme bien souvent, cette enquête ça a commencé par une source anonyme qui nous a alerté sur ce gynécologue hyper bien implanté à Genève et qui prend un paquet de rendez-vous en urgence. Mais une bonne piste, c'est pas encore une info. Alors comme il dirige un grand cabinet médical, j'ai d'abord regardé en ligne les commentaires de cet établissement. Et je suis tombée sur des dizaines et des dizaines d'avis négatifs. Note globale, 2,3 étoiles sur 5 pour 165 commentaires. À première vue, ça donne pas très envie. Mais attention, parce que les faux commentaires, c'est devenu un fléau pour l'irréputation. Entre les sites qui permettent d'acheter des avis, les commentaires qui sont rédigés en échange de cadeaux ou tout simplement les concurrents mal intentionnés, difficile de savoir qui on doit croire ou pas. Mais comme ce cabinet médical est réputé à Genève, j'ai voulu vérifier. Voilà comment j'ai procédé avec 2 astuces toutes simples pour traquer les faux avis. Astuce numéro 1, regardez le profil de l'auteur. S'il n'a posté qu'un seul avis et un plus très négatif, méfiez-vous. S'il en a posté plusieurs, vérifiez les localisations, parce qu'il est peu probable que quelqu'un qui soit allé dans un bar à Prague ou dans une salle de sport à Marseille ait pris un rendez-vous avec un gynécologue à Genève. Astuce numéro 2, vérifiez si la personne est clairement identifiable avec un nom, un prénom, ou regardez si la photo de profil est réelle en faisant une recherche inversée. Si ça ne donne rien, 2 options. Soit c'est que la photo est de qualité trop mauvaise pour faire la recherche, soit c'est qu'elle provient d'une banque de données, comme celle-ci, qui permet de générer une nouvelle photo d'une personne qui n'existe pas à chaque fois qu'on rafraîchit la page. Et pour rappel, que l'on soit restaurateur ou médecin, c'est tentant, mais c'est totalement interdit de faire ces faux avis. Nous n'autorisons pas les utilisateurs à induire en erreur ou tromper d'autres personnes en faisant des déclarations fausses ou trompeuses quant à la qualité d'un bien ou d'un service. D'ailleurs, en 2023, le géant américain affirme avoir supprimé plus de 170 millions de faux avis. En Suisse, rédiger de faux avis, c'est même passible de prison. Ça tombe sur le coup de la loi sur la concurrence déloyale et la peine peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement au maximum. Pour toute personne qui dénigre autrui, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Mais au fond, est-ce que c'est si fréquent d'avoir des faux avis négatifs? J'ai posé la question à Olivier Kennedy, il est spécialiste de la réputation en ligne des entreprises. Les faux avis négatifs, ça se vend pas. C'est-à-dire, il y a personne qui achète des faux avis négatifs. Et selon votre expérience, est-ce que c'est facile de faire retirer des avis négatifs? Alors, si un avis négatif est justifié et fait par quelqu'un de réel, il n'y a pas de raison de le retirer, il ne sera pas retiré. Et le simple fait de dire cet avis est diffamant, est-ce que ça suffit pour le faire retirer? Non. Pour faire disparaître un avis négatif, il faut soit convaincre la personne qui l'a mis de l'enlever, soit, si c'est un faux compte, il faut pouvoir déclarer le faux compte. Donc si je résume, en tant que patient ou patiente, si je suis à la recherche d'un médecin, je peux me fier à ces avis négatifs en tout cas. Vous pouvez vous fier aux avis en général, mais je pense que souvent, quand on a beaucoup d'avis négatifs, ils sont justifiés malheureusement. Alors, que se passe-t-il dans ce cabinet médical pour justifier autant de commentaires négatifs? Comme il s'agit d'un gynécologue, j'ai d'abord voulu vérifier la base. Est-ce qu'il possède bien le droit d'exercer? Pour ça, vous pouvez vous connecter au site Medreg, qui recense toutes les personnes qui exercent une profession médicale en Suisse. Là, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de taper le nom qui vous intéresse, et hop, vous pouvez voir les diplômes et les autorisations d'exercer. Et dans ce cas précis, pour le gynécologue genevois, tout est en ordre. Il possède des diplômes reconnus, et il a bien le droit d'exercer dans le canton de Genève. Mais alors, pourquoi ces avis sont-ils aussi contrastés? Avec lui, c'est soit 5 étoiles, ce médecin est génial, il est super, il m'a sauvé la vie, ou alors tout le contraire, avec des avis catastrophistes, voire alarmants. J'ai demandé à ma collègue Célia de m'aider pour remonter un par un tous les avis, tous les commentaires laissés sur ce médecin. On va voir ce que ça donne. T'as pu checker les avis Google qui ont été laissés?
Ouais, alors il y a énormément d'avis. J'en ai vérifié franchement au moins une quarantaine. Et j'ai trouvé quand même un truc bizarre. Ouais, vas-y. En fait, en regardant le nom des profils qui ont posté des avis positifs, il y en a certains qui ont le même nom de famille que lui. Exactement le même nom. Oui. Ok. Donc possiblement... Même famille. Voilà. Et là aussi, regarde le nom là. Ouais, celui-là. Qu'est-ce Ouais. qu'il a? Et ben en fait, c'est un de ses collaborateurs directs parce qu'il est sur la liste des médecins qui exercent dans son cabinet. Ah ouais, fais voir. Ah ouais, médecin généraliste, bien vu. Et j'ai aussi carrément vu un avis de lui-même qui a écrit un super avis 5 étoiles positif. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ils sont sérieux, je les recommande, ma peau est tellement plus belle et j'ai perdu 5 ans. Ok, ça commence bien. Et côté avis négatif, ça donne quoi? Bon, c'était hyper frustrant parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent des pseudos, donc compliqué de les retrouver. J'ai quand même pu discuter directement avec une quinzaine de personnes pour vérifier si leur expérience était bien réelle. Tu as pu leur demander leur date de consultation, des factures par exemple, hein? Oui, et puis franchement, il y a certains témoignages qui étaient assez choquants. Par exemple, il y a cette patiente avec qui j'ai pu discuter par mail. Ouais. Elle m'a dit qu'elle était venue pour enlever son implant contraceptif en 2019, mais que l'anesthésie n'aurait pas fonctionné, donc elle a tout ressenti. Et qu'est-ce qu'elle t'écrit? Elle me dit que les 2 médecins lui auraient charcuté le bras et finalement, ils m'ont recousu très mal. Lorsque j'ai finalement consulté un autre médecin, il a confirmé que les points de suture avaient été faits de manière horrible. J'ai encore de vilaines cicatrices visibles aujourd'hui malgré les meilleurs efforts de l'hôpital pour rattraper leur gâchis. Waouh, et est-ce qu'elle accepterait de témoigner pour nous? Malheureusement, la plupart des personnes ne sont pas trop à l'aise pour témoigner face caméra. Donc j'ai eu plein de refus. Ok. Après des semaines d'enquête, on est tombé sur ce commentaire, visiblement rédigé par une patiente très en colère. En recherchant ce pseudo dans l'onglet Images de Google, on est tombé sur ce profil LinkedIn et on a pu remonter jusqu'à son identité, Maud Caparelli. Elle a décidé de porter plainte après une consultation en urgence pour une simple infection urinaire. Écoutez bien son récit. Alors, mon gynécologue traitant que j'avais d'habitude était en vacances et du coup, je suis allée sur Internet et je suis tombée sur ce site. Il a des noms de domaine qui sont très bien faits parce que vous avez tous les mots-clés à l'intérieur, donc obligatoirement dans les moteurs de recherche, vous montez tout de suite. Donc il est très bien référencé. Très très bien référencé. Et puis je vous avoue que j'avais mal et que je voulais avoir un rendez-vous très vite. Et j'ai été bête parce que j'aurais dû aller aux urgences et ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Et lui, il donne des rendez-vous très rapidement? Oui, et là, vous avez toujours des rendez-vous dans les 24 heures. Et donc, il m'a fait une analyse d'urine. Et donc, il m'a dit, revenez dans 2 jours pour que je vous donne les résultats, etc. Donc, j'y suis retournée. Et donc là, il m'a annoncé que mes résultats de mes tests n'étaient pas bons, que c'était inquiétant, qu'il fallait que j'aille faire d'autres tests. Donc, il vous cite des maladies, cancer de l'utérus, ce genre de choses, papillomavirus, voilà. Et donc, je suis ressortie de cette visite très paniquée. Donc, voilà, vous avez une angoisse qui se met tout de suite en place. Enfin, moi, je trouve ça vraiment indigne d'un médecin de faire ce genre de choses, quoi. Et en fait, moi, il m'a rappelé plein de fois après le 2e rendez-vous, en disant « Mais pourquoi vous ne prenez pas le 3e? Il faut que je vous voie, il faut que je vous voie. » Donc, il a insisté, en fait. Il a insisté pour le 3e rendez-vous, ouais. Mon gynécologue traitant qui me suit, qui m'a fait accoucher et en qui j'ai une entière confiance, était revenu de ses vacances et donc j'ai appelé son cabinet en urgence en lui disant « Écoutez, je suis allée voir un autre médecin pour une infection et il me dit que j'ai quelque chose de grave. » Et donc il a regardé, il m'a dit « Vous n'avez absolument rien, vous avez une légère infection, ça passera quoi. » Et je lui dis « Mais c'est pas possible qu'on m'ait fait paniquer comme ça, etc. » Et il m'a dit « Je suis pas étonnée, j'ai eu beaucoup de plaintes de patientes par rapport à ce médecin. Il est réputé comme être un charlatan. » Et je lui dis « Mais pourquoi vous faites rien ?» Et c'est là où il m'explique qu'eux, en tant que médecins, ils n'ont pas le droit. Et donc, je suis allée porter plainte auprès de l'ordre des médecins pour dénoncer en fait le fait qu'il surfacture tout, qu'il fait faire plein de tests et surtout, il fait peur aux gens pour les facturer en fait. À ce moment-là, tout s'est accéléré et cette enquête a pris une toute autre dimension. Car il faut bien comprendre qu'il ne s'agit plus de quelques commentaires négatifs postés sur Google ou de suspicions. Là, il s'agit d'une procédure juridique, ouverte après la plainte déposée par Maud. Et en fouillant dans les décisions de justice, nous avons découvert qu'il ne s'agissait pas que d'une patiente. Au total, 7 plaintes ont été déposées contre ce gynécologue entre 2016 et 2019.
Du coup, il faut absolument qu'on en sache plus. Déjà, ce que je savais pas, c'est qu'en tant que patient, on peut déposer plainte si ça se passe mal avec notre médecin auprès de la commission de surveillance des professions de santé. Il en existe dans tous les cantons, je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo si ça vous intéresse. Donc à Genève, voici à quoi ressemble le site. Ok, je vous l'accorde, c'est tout sauf ergonomique. En gros, impossible de déposer plainte en ligne. Il faut écrire une lettre. Autant vous dire que les patientes qui ont déposé plainte étaient super motivées. Et dans ces plaintes, c'est toujours la même histoire ou presque. Des femmes venues consulter en urgence en l'absence de leur médecin traitant, que ce soit pour des mycoses ou des infections urinaires ou encore pour le retrait d'un stérilet, et qui ont vu leur facture exploser. Madame L, née en 1989, a saisi la commission d'une plainte. En tant qu'infirmière, elle avait été particulièrement surprise par certaines décisions de ce médecin, qui lui semblaient contraires à la pratique habituelle. Il l'avait vu à 14 reprises entre le 3 mars et le 26 juin 2017, et envoyé autant de fois consulter des spécialistes de ce qui lui paraissait excessif dans la mesure où sa grossesse se déroulait normalement. Il lui avait également prescrit à plusieurs reprises des antibiotiques, sans qu'elle en comprenne les motifs. La pharmacienne avait d'ailleurs refusé de les lui vendre au motif qu'ils étaient déconseillés en cas de grossesse. Elle avait ainsi subi 9 prises de sang, 6 prélèvements urinaires ou vaginaux, une échographie de la thyroïde, une échographie abdominale, une échographie cardiaque, une nasofibroscopie et une IRM. Dans tous les cas, il avait violé son devoir d'agir avec soin et diligence. Mais que sont devenues ces plaintes? Y en a-t-il eu de nouvelles? Côté commission, rien ne filtre, tout est secret. Mais qui dit procès, dit publication du verdict. Alors, il n'y a plus qu'à chercher. Et c'est dans cet arrêt du tribunal fédéral que j'ai retrouvé la trace du gynécologue genevois. Ici, tout est anonymisé, mais aucun doute. Je comprends alors qu'en première instance, le département de la santé de Genève a prononcé 3 mois d'interdiction d'exercer à l'encontre de ce gynécologue et une amende de 20 000 francs, ce qui est l'amende maximale dans ce cas. Ça, c'était en 2021. Et cette sanction, elle a été confirmée par le tribunal fédéral en 2023, qui n'a toutefois conservé que les 3 mois d'interdiction d'exercer la médecine. Problème, nous avons découvert que le médecin n'a jamais effectué cette peine. Jamais. Et vous allez comprendre pourquoi. Écoutez bien, c'est du solide. Si le gynécologue n'a jamais été suspendu, c'est grâce à une intervention prise au plus haut niveau de l'État genevois. En clair, une décision politique venue reconsidérer le verdict de la plus haute cour de Suisse, le tribunal fédéral. Cet arrêté, il a été pris par le département de la santé de Genève en octobre 2023. Mais que dit ce document ? Mystère, c'est le noir absolu. Rien n'a fuité, rien n'a été publié à la feuille d'avis officielle. Alors évidemment, avec nos collègues, on s'est démenés pour obtenir ce document. Et la loi était de notre côté, car depuis 2002, à Genève, tout citoyen peut demander accès aux documents administratifs officiels, grâce à la LIPAD. La LIPAD, c'est la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données. En bref, la loi sur la transparence. Si ça vous intéresse, je vous recommande ce site qui regroupe toutes les informations utiles sur la transparence, car évidemment, c'est pas accessible que pour les journalistes, mais bien pour tous les citoyens. Et pour cette affaire, on a testé. Je vous emmène tout en haut de la tour de la RTS, au 17e très exactement. J'ai rendez-vous avec 2 journalistes qui m'ont beaucoup aidé tout au long de cette enquête. C'est eux qui se sont chargés de demander ce fameux document. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que sur le principe, la transparence, c'est génial, mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Mais je compte sur eux pour tout nous expliquer. Alors je suis super curieuse, racontez-moi comment ça s'est passé quand vous avez fait cette procédure pour demander le document. Dans un premier temps, on a contacté le département qui est en possession de ces documents en lui demandant de nous le transmettre. On lui a même dit au département qu'il pouvait nous envoyer une version caviardée. Donc en fait, une version caviardée, c'est une version dans laquelle les informations confidentielles, comme le nom, l'âge ou d'autres informations confidentielles, peuvent être cachées afin que nous, on ait le document en préservant l'anonymat des patientes. Et on a reçu une réponse, c'était non catégorique de la part du département. Ah, mais c'est fou ça, mais il y a bien des moyens de recours qui existent. Vous n'avez pas pu faire appel au préposé à la transparence pour vous aider? C'est son job en fait d'aider si ça bloque justement au niveau de l'administration, non? Bah ouais, justement, c'était la prochaine étape dans ce processus. Donc on a demandé une séance de médiation. On s'est retrouvés tous autour d'une table et il y avait d'un côté nous les journalistes, de l'autre un représentant du département et puis aussi le préposé cantonal à la protection des données. Et comment ça s'est passé? En fait, c'est une discussion confidentielle et on essaye de trouver un accord. Malheureusement, ça n'a pas été possible lors de cette séance. Et par la suite, le préposé, il a lui aussi recommandé au département de ne pas nous transmettre les documents car selon lui, il y avait un intérêt privé prépondérant de ce médecin et on ne pouvait pas diffuser ces documents, ça pourrait nuire à sa sphère privée. Purée, c'est hyper frustrant. Il n'y a pas un autre moyen d'obtenir le document? Vous n'avez pas pu faire un recours? Si, on aurait pu faire recours de cette décision, mais comme ça a pris un petit peu de temps, ça a pris environ 2 mois, entre-temps, on a cherché à obtenir ce document de diverses façons et on a réussi à l'obtenir grâce à une source qui a pu nous le donner.
Mais c'est trop bien, mais comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est un vrai document? On a pu vérifier, en fait il y a plusieurs indices, il y a notamment la mise en page qui jouait, donc on avait déjà vu des arrêtés départementaux, là c'était exactement la même chose avec la signature du magistrat à la fin. Les dates correspondaient parfaitement à ce qu'on avait trouvé, et puis surtout c'était une source en laquelle on avait grandement confiance, et on a pu aussi faire valider ce document à d'autres sources proches du dossier. Top, trop bien. Merci à tous les deux. Le fameux document que personne ne voulait qu'on obtienne, le voici. Signé par Pierre Maudet en personne le 20 octobre 2023. Le département retiendra que le docteur a violé à plusieurs reprises ses devoirs professionnels, les faits nouveaux invoqués par le médecin n'ayant pas d'incidence sur les violations constatées. Les manquements du docteur à ses devoirs professionnels doivent être qualifiés de graves. Le département considère qu'il y a lieu d'infliger au médecin une sanction sévère. Toutefois, le département estime qu'un retrait de 3 mois de l'autorisation d'exercer du médecin n'est pas une sanction proportionnée. Au final, si le gynécologue n'a jamais été suspendu, c'est grâce à cette décision qui lui a permis de payer une amende et qui lui a permis d'échapper aux 3 mois d'interdiction d'exercer, une peine nettement plus grave pour un médecin. Et cette clémence, elle s'explique en 4 mots. Apparition de faits nouveaux. Des faits nouveaux si importants qu'ils auraient fait tout basculer, mais des faits qui ne sont absolument ni expliqués, ni détaillés dans ce document. Contacté, le conseiller d'État Pierre Maudet a accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Quels sont les éléments, les faits nouveaux que vous avez obtenus qui vous ont amené à reconsidérer la sanction de ce gynécologue? Alors, pour des raisons évidentes liées au secret de fonction, je ne peux pas prendre position publiquement sur un dossier précis. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que, à mon arrivée, il y a environ 1 an, à l'été 2023, j'ai hérité de toute une série de dossiers en suspens. Un certain nombre présentaient aussi des défauts de procédure. Et j'ai été élu pour agir, donc j'ai dû prendre toute une série de décisions. Mais en quoi ce dossier méritait l'attention, le temps d'un conseiller d'État ? La loi prévoit à Genève que pour certains types de sanctions administratives, c'est le conseiller d'État, donc on veut qu'il y ait une dimension politique qui soit assumée. Donc j'ai pas le choix. Je dois traiter ces dossiers quand ils m'arrivent, c'est de ma compétence, et je ne veux pas me dérober. Et il se peut que dans une procédure, il y ait des éléments nouveaux qui apparaissent, qui amènent à reconsidérer. Il se peut aussi, et c'était le cas ici, dans cette période du début de ma prise de fonction, qu'il y ait plusieurs dossiers concomitants qui m'amènent à avoir une appréciation proportionnelle et, je l'espère, on peut toujours se tromper, mais équitable de ces situations. Je reviens sur ces faits nouveaux parce que c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce que ces faits n'ont pas été détaillés, précisés, explicités? Pourquoi, à ce moment-là, ne pas être plus transparent s'ils sont si importants? L'arrêté auquel vous faites référence, et vous parlez d'un cas précis, vous a été transmis sur la base de violation de secret de fonction. Je ne sais pas de qui, mais c'est évidemment là aussi un problème. Nous protégeons nos sources, évidemment. Vous protégez vos sources. Je n'ai pas dit que vous les avez obtenues de façon illicite. J'ai dit qu'ils vous ont été transmis de façon illicite. Cet arrêté n'est pas public et je ne peux pas m'étendre dessus. Il faut considérer cette réponse comme définitive. Mais vous pensez à ces 7 patientes qui ont déposé plainte, alors que c'est pas si facile de déposer plainte auprès de la commission de surveillance. Vous pensez à ces patientes quand vous dites « bon finalement j'allège la sanction ». Mon rôle, c'est de faire en sorte que les plaintes soient traitées avec diligence et équité. Et je peux vous assurer que ma première préoccupation, c'est celle-là. Si vous voulez, mon constat, c'est que c'est pas acceptable que les patients doivent attendre parfois des années pour que des signalements qu'ils transmettent à l'autorité aient une répercussion. De la même façon que c'est pas acceptable que des procédures puissent être entachées de partialité ou de vice de procédure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai saisi, dès le mois de novembre 2023, la Cour des comptes pour opérer un regard critique qui va aboutir bientôt, on devrait avoir un rapport sur ces procédures, leur lenteur, les biais, les vices qui peuvent aujourd'hui se produire. Mon souci, c'est vraiment de mettre la capacité des professionnels de la santé à se corriger à un niveau plus élevé et puis de préserver l'intérêt supérieur des patients. Mais là, la gravité des faits n'est pas contestée. Votre arrêté la reconnaît. C'est juste la sanction finalement. Au final, c'est juste la sanction qui est allégée. Vous pouvez me poser la question 6 fois. 6 fois, 10 fois, je ne pourrais pas, en vertu des dispositions légales existantes, vous répondre sur ce dossier individuel, de la même façon qu'un juge ne peut pas vous répondre et expliciter une décision judiciaire. Alors, on a évidemment contacté plusieurs avocats, plusieurs juristes pour avoir des avis de droit. On me parle, je cite, de possibles abus de pouvoir, de fait du prince, une décision qui pourrait paraître non conforme au droit. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? De nouveau, au risque de me répéter, je ne peux pas
vous faire de commentaires ou m'étendre sur un dossier individuel précis. Je dois me limiter à des réponses d'ordre général sur la procédure et je crois vous avoir largement répondu sur les tenants et aboutissants des procédures en général. De quoi faire bondir son prédécesseur Mauro Poggia, c'est lui qui avait signé le premier arrêté de sanction en 2021. Pour lui, la décision n'est pas fondée et scandaleuse. Vous avez pu lire cet arrêté. Votre première réaction quand on vous a montré ce document, c'était de dire « c'est scandaleux ». Expliquez-moi pourquoi. Écoutez, on ne peut pas en tant qu'autorité, sur la base d'un dossier identique, en invoquant des faits nouveaux dont on n'explicite pas leur contenu, venir modifier une décision. De surcroît, je dirais, lorsque cette décision a été confirmée en ce qui concerne la matérialité des faits, à la fois par une autorité cantonale de recours et par le tribunal fédéral. À ce moment-là, évidemment, les portes sont ouvertes à tous les abus. Le médecin évoque une cabale à son encontre. Est-ce que ça serait selon vous des faits nouveaux suffisamment pertinents pour pouvoir reconsidérer l'ensemble de sa sanction ? Écoutez, si on entend par cabale le fait d'avoir des dénonciations infondées, ça a une justification, puisqu'effectivement une personne a été condamnée pour des faits qu'elle n'a pas commis. Par contre, je vois dans la décision que les faits sont constatés et leur gravité est maintenue. Donc on ne revient pas sur les faits qui avaient été initialement retenus, ce qui pourrait être le cas s'il y avait une cabale qui avait poussé à des dénonciations calomnieuses. Mais alors, comment expliquer une telle décision et surtout une telle prise de risque ? Les deux hommes se connaissaient-ils ? Avaient-ils d'autres liens ? Avec mon collègue Sébastien, c'est ce que nous avons voulu vérifier. Ouais Cécile, je suis devant le service des votations et des élections de Genève. J'ai pris rendez-vous pour consulter les comptes de campagne de Pierre Maudet pour voir si notre médecin ou un de ses proches aurait participé au financement d'une de ses dernières campagnes. Donc c'est un peu particulier, j'ai pas le droit de prendre de notes ni de photos. Donc je vais voir comment ça se passe et puis je te contacte après. Ciao! Bon, j'ai rien trouvé, j'ai épluché toutes les listes, c'était une première pour moi et faut savoir que n'importe quel citoyen de Genève peut venir consulter ces listes, donc c'est un super outil. Bon, super outil peut-être, mais là, c'est chou blanc. Si on résume pour le moment, nous n'avons aucune idée de ce qui a pu pousser un conseiller d'État à reconsidérer la sanction de ce gynécologue. Mais c'est à ce moment précis qu'il y a eu un énorme rebondissement dans notre enquête. Parce que depuis des semaines, j'étais en contact avec le gynécologue pour tenter d'obtenir son témoignage et sa version des faits. Mais pour lui, il était important que j'écoute d'abord des femmes, des patientes, qui avaient laissé des avis positifs sur sa pratique de la médecine. Alors je lui ai expliqué que c'était pas si facile de les convaincre et il m'a lui-même transmis les coordonnées d'une femme dont l'histoire est absolument bouleversante. Nous avons pu la rencontrer à Genève. Cette rencontre, nous l'avons filmée en intégralité, plus d'1 heure de discussion, mais vous pourrez ni la voir, ni l'entendre. Car cette patiente nous a écrit juste avant la diffusion pour demander à retirer entièrement son témoignage. Raison invoquée, la protection de sa vie privée, et ça en tant que journaliste, nous sommes tenus de le respecter, c'est son droit à la personnalité. Je ne peux donc rien vous montrer. Mais je peux vous raconter. Et dans les grandes lignes, elle m'a expliqué à quel point elle avait confiance dans ce gynécologue, au point même de lui envoyer sa propre fille. Elle m'a dit aussi qu'il lui avait sauvé la vie et que sans lui, elle n'aurait jamais pu avoir d'enfant. Et quand je lui ai parlé des plaintes et des avis négatifs laissés par d'autres patientes, elle m'a dit que c'était lunaire et que ça ne correspondait absolument pas au médecin qu'elle connaissait, au médecin en quel elle avait entièrement confiance. Mais ce que nous avons découvert, c'est que cette patiente, dont le contact nous a été donné en personne par le gynécologue, n'est pas tout à fait comme les autres. En examinant son compte Facebook ouvert au public, des photos et des commentaires directement en lien avec le conseiller d'État Pierre Maudet nous ont particulièrement intrigués. Photos en famille, messages d'anniversaire pour les enfants et surtout soutien actif lors de sa dernière campagne politique. En clair, cette patiente fait partie du cercle d'amis très proche de Pierre Maudet. La coïncidence, évidemment, a de quoi intriguer, alors nous l'avons interrogée à ce sujet, mais là encore, j'ai interdiction de vous montrer la réponse de la patiente, mais en substance, non, elle n'était absolument pas au courant et ne serait jamais intervenue dans cette affaire. Est-ce que sont intervenus auprès de votre département, auprès de vous-même, dans ce dossier pour faire alléger la sanction de ce gynécologue? Non. Jamais. Je crois que la réponse est claire. Quoi qu'il en soit, le médecin a été reconnu coupable de faits graves et a réussi en partie à faire reconsidérer sa peine.
Au lieu d'être suspendu 3 mois, il a dû payer une amende de 20 000 francs. Mais cette amende, c'est probablement une goutte d'eau par rapport à ses revenus. Car ce médecin exerce à Genève, mais nous avons aussi retrouvé sa trace à Londres jusqu'en 2023, où il exerçait en tant que Master Injector pour des piqûres de Botox et des interventions esthétiques. Alors payer une amende plutôt que de fermer son cabinet, cela interroge. D'autant que les plaintes que nous avons pu consulter faisaient majoritairement référence à des problèmes de surfacturation. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pratique que l'on appelle la polypragmasie coûte très cher à la société. Car lorsque les médecins facturent des actes jugés inutiles, ce sont les frais de santé tout entiers qui prennent l'ascenseur. Contactés, plusieurs compagnies d'assurance nous ont confirmé avoir ce médecin dans leur radar depuis des années et un remboursement de plusieurs centaines de milliers de francs lui a déjà été imposé pour la période 2015 à 2017. Mais alors, quel est le fin mot de toute cette histoire? Le médecin, après ses remises à l'ordre, a-t-il changé sa pratique? Difficile de le savoir. Ce qui est sûr, c'est que sur Google, les avis négatifs, eux, ne se sont pas arrêtés. Mes précédents messages ayant été supprimés, je suis contraint de m'exprimer à nouveau. Oui, Cécile, j'ai reçu le témoignage d'une autre patiente. Son commentaire, il a été posté il y a quelques jours seulement, mais son histoire date de 2021. C'est assez fou, je pense qu'il faut que tu l'écoutes. Je te le transfère de suite. Bonjour l'équipe d'Ouvreman. Je suis une ancienne patiente où je suis allée pour un examen de la thyroïde. Alors, je suis sortie de la salle de la radiographie, paniquée. Ensuite, j'ai revu la médecin qui m'a diagnostiqué une thyroïde aiguë. Or, ce diagnostic s'est révélé complètement faux lorsque je l'ai fait vérifier au HUG où on m'a dit que je n'avais absolument rien, même pas un début de thyroïde. Cette expérience m'a profondément marquée. Après cet épisode, j'ai laissé un avis négatif sur Google et m'a ensuite contacté par téléphone me proposant de me rembourser les 200 francs de la radiographie si je supprimais mon avis. Bien sûr, j'ai refusé, affirmant que les autres patients avaient le droit de connaître mon expérience. Finalement, j'ai reçu le remboursement, mais je n'ai pas supprimé mon avis. J'espère que mon témoignage aidera à d'autres personnes à faire un choix éclairé lorsqu'il s'agit de choisir un établissement médical privé. Un docteur qui n'hésite pas à payer pour supprimer des avis négatifs, la pratique interroge grandement, surtout qu'il ne s'agit pas d'un restaurant ou d'une simple boutique de chaussures, mais bien d'un cabinet médical. Tout au long de cette enquête, nous avons évidemment contacté à plusieurs reprises le gynécologue et son avocat. Un rendez-vous a même été fixé, mais la situation s'est très vite tendue. Ouais, je suis devant le cabinet médical là. J'avais rendez-vous avec le médecin à 18h45 pour lui parler. Mais quand je suis arrivée, il y a son avocat qui m'a barré complètement le chemin, qui m'a dit « Vous parlerez pas à mon client ?» Franchement, je sais pas quoi faire, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, cette enquête, c'est l'une des plus difficiles que j'ai pu faire et elle a bien failli ne jamais sortir. Car le gynécologue et son avocat se sont battus bec et ongle pour empêcher sa diffusion. C'est rare qu'on vous en parle, mais cette fois avec mon équipe, on a choisi de le faire pour vous raconter en toute transparence l'envers du décor. Pendant des jours, on a reçu de nombreux messages, pressions, tentatives d'intimidation. Le gynécologue et son avocat ont vraiment tout fait pour tenter de nous faire abandonner cette enquête. Il a même saisi le tribunal de Genève en urgence pour demander à bloquer sa diffusion. Mais le juge, lui, a rejeté cette demande de mesures que l'on appelle des mesures superprovisionnelles. Nous avons donc le droit de diffuser cette enquête. Mais au final, nous n'avons jamais eu le droit de rencontrer ce gynécologue qui a choisi d'élire domicile chez son avocat. Et après de nombreux échanges pendant des semaines, ils n'ont pas donné suite à nos questions. Mais ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est que le gynécologue conteste tous les faits qui lui sont reprochés. Il dénonce un règlement de compte initié selon lui par des médecins qui en voudraient à sa réputation. Enfin, il faut savoir que comme tout médecin, ce gynécologue est lié par son secret professionnel, raison pour laquelle il est difficile pour lui de s'exprimer et d'évoquer les cas particuliers de ses patientes. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette histoire? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des témoignages à nous transmettre, vous pouvez utiliser directement notre adresse vraiment@rts.ch. Et avant de se quitter, deux précisions.
très importante. Vous l'avez remarqué, pour des raisons juridiques, nous avons décidé de ne pas donner le nom du docteur. Alors merci de respecter cet anonymat et de ne pas l'écrire en commentaire, faute de quoi nous serions contraints de supprimer votre message. Et pour finir, comme je sais que trouver un gynécologue n'est pas facile, je ne voulais pas vous laisser sans solution, alors je vous recommande un dernier site, adopteungynéco.ch. C'est une plateforme collaborative tenue par des bénévoles dont l'objectif est de recenser des professionnels à l'écoute et bienveillants. Ça peut être utile. Allez, cette fois vraiment, je vous laisse. À la prochaine.